Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce supplément, pour ce BADA de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, BADA au cours duquel, la semaine dernière et cette semaine, je reçois Céline Dagnon, qui est consultante en accompagnement de projets culturels et qui a été l'une des organisatrices et des conceptrice du Pass Culture, qui est notre principal sujet, bien que nous soyons allés par saut et par gambade dans différentes directions. Nous nous sommes quittés la semaine dernière en essayant de comprendre, ou plus exactement en posant comme cadre de la suite de notre conversation, la contribution du Pass Culture à la réintroduction de la demande dans le paysage culturel. Alors, sur ce point-là, Céline Dagnon, comment faut-il juger, envisager, analyser le rôle du Pass Culture? Ou alors, peut-être faut-il commencer par dire ce qu'on a... nous ne sommes pas allés dans la définition du Pass Culture jusqu'à la trivialité de son fonctionnement. Alors, son fonctionnement a évolué entre le démarrage il y a 5 ans et ce qu'il est aujourd'hui. Il a évolué parce que d'abord, dans la construction même, il a été expérimenté dans certains territoires. Il est enfin ouvert à l'ensemble du territoire national. Il est surtout, depuis janvier, enfin ouvert avant les 18 ans. La promesse de départ, elle était pour tous les jeunes de 18 ans. Et tout de suite, il est apparu, pour les raisons dont on a parlé la semaine dernière, que la dimension éducative, que l'habitude devait venir avant 18 ans. Et donc, on avait suggéré depuis longtemps que ce soit ouvert en amont, et notamment travailler dans des cadres éducatifs, socio-éducatifs, etc. Et donc, depuis le 1er janvier, le Pass Culture est ouvert pour une part individuelle et pour une part collective dès la classe de 4e. Avec le plus gros 300 € qui reste donné à 18 ans et les 200 € qui sont répartis auparavant. 18 ans, c'est pas un âge inintéressant malgré tout, même si le gros de l'éducation culturelle se fait en amont. Mais 18 ans, c'est précisément l'âge où les jeunes sont autonomes, mais parce qu'ils ne sont plus dans ce qu'on appelle du public captif. C'est le moment où ils ne sont plus nécessairement emmenés par leurs professeurs et où ils doivent faire leur choix eux-mêmes. Et donc la question, c'est comment les acteurs culturels gardent le contact avec ces jeunes de 18 ans à ce moment-là. Moi, je me suis beaucoup interrogée quand je travaillais dans différents théâtres. Comment on fait pour parler à celui qui passe devant nous dans la rue? C'est impossible en réalité. Donc comment on fait? Et cette application géolocalisée avait vocation à ça. A vocation aussi à pouvoir tuer un peu l'idée des soi-disant déserts culturels, etc. On a en France un maillage culturel tout de même assez extraordinaire. Évidemment, il y a des zones dans lesquelles c'est beaucoup plus difficile que d'autres d'y accéder, mais il y a des choses extraordinaires dans de très nombreux endroits du territoire. Et donc, le caractère géolocalisé de cette application avait vocation aussi à donner à voir aux jeunes qui l'utilisaient ce qu'il y avait autour d'eux. Aux jeunes, et on l'espère aux moins jeunes, puisque l'idée, c'est que le Pass Culture puisse, sans crédit, être ouvert à d'autres, à vous et moi, après. Voilà sur ce qu'est l'application aujourd'hui. Je reviens sur une chose dont on parlait la semaine dernière, sur comment on travaille cette éducation artistique et culturelle au sein d'une application et donc d'un outil numérique. Le numérique n'étant pas l'alpha et l'oméga de l'accès à la culture, loin s'en faut. Mais donc, comment on peut s'en servir avec ce qui me semble être l'objectif, se souvenir que le numérique est un moyen et pas une fin en soi, et que ce moyen doit servir la rencontre physique. Parce que celui ou celle qui va réellement donner l'envie d'art, c'est celui qui aura des étoiles dans les yeux et qui dira, non pas « regarde, c'est beau », mais « regarde ».
Et c'est ça qui change tout dans l'accès à l'art. Et donc, toute la construction de l'algorithme même du pass, qui a été énormément discuté dans de très nombreuses enceintes, plus ou moins formelles, avec les collectivités, avec les acteurs culturels, avec des acteurs socio-éducatifs, etc. C'était, on a identifié les freins, bon, très bien. Comment on fait pour traiter ça ? Bon, pour traiter c'est pas pour moi, sans doute que les conseils, les recommandations des pairs, PAI, sont importantes. Sans doute que le fait d'y aller en collectif est plus simple au départ que d'y aller en individuel. Sans doute que tout ce qui va encourager la rencontre physique est beaucoup mieux que la rencontre, que l'absence de, j'allais dire que la rencontre à distance, c'est-à-dire que l'absence de rencontre. Et surtout, sans doute, puisqu'on l'a vu que l'éducation artistique et culturelle est le meilleur des accès réels, alors il faut le favoriser. Et tout ça, ça a eu des conséquences extrêmement concrètes dans la manière de décrire les choses. Qu'est-ce qui rentre dans le pass culture en termes de propositions ? Rien de ce qui peut se faire livrer à distance. Parce que sinon, il n'y a pas de rencontre physique. Et donc, un livre, il peut se réserver à distance. Mais il va se chercher dans une librairie. Et les libraires peuvent créer des événements autour de ça. J'ai un souvenir merveilleux d'une librairie au tout départ où on expérimentait des choses et où les libraires ne voyaient pas très bien que faire de ce pass culture. Et on a créé de toutes pièces une rencontre avec un certain nombre de jeunes qui allaient être concernés, des libraires, en l'occurrence à Montpellier, et les libraires avaient vidé un rayon entier et dit aux jeunes qui étaient là, qu'est-ce que vous mettriez dans le pass ? Et donc, physiquement, ils mettaient les livres dans le rayon. Et ça a été une rencontre entre les deux, c'est-à-dire que les libraires ont réalisé qu'il y avait « Ah oui, tiens, ils n'auraient pas pensé à mettre celui-là », mais du coup, ça a été une discussion. Ils ont eux aussi mis ça, que les jeunes ont regardé en disant « Ah bon, mais pourquoi ?» etc. Et l'objectif du pass, c'est bien de créer cette rencontre physique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était, à l'origine, de pousser tout ce qui était pratique artistique. Et donc oui, dans le pass culture, il y a de la pratique artistique. Il n'y a pas que de la consommation. Pardon, à la radio, on ne voit pas les guillemets, mais de la consommation. Et l'objectif initial était de pousser ça dans l'algorithme, ce qui n'a pas complètement été fait. Quels exemples de pratiques artistiques ont été mises dans l'algorithme ? Alors, le plus basique, c'est des cours. Donc, vous avez des cours de musique, par exemple. C'est aussi pour ça qu'on a mis de l'achat d'instruments dans le pass culture. Parce que, bien souvent, c'est l'un des freins pour faire de la pratique. Mais tout l'enjeu était d'encourager les acteurs culturels à proposer non pas un spectacle ou une visite de musée, ou je ne sais quoi d'autre, mais de proposer ce qu'ils font au quotidien comme éducation artistique et culturelle. De proposer un stage, de proposer une rencontre avec des techniciens derrière le plateau. Et moi, je leur disais souvent, si on a plus de 50% des propositions dans le pass culture qui sont de ce genre de propositions, et pas ce qui pourrait se trouver dans la billetterie, alors on a gagné. On n'en est pas encore tout à fait là. Où en sommes-nous et comment est-ce que l'application a évolué depuis sa création ? Alors, où en sommes-nous ? Il faudrait poser la question plus directement à ceux qui y sont aujourd'hui, mais je ne doute pas qu'un jour, la promesse de rendre accessibles toutes les données du pass soit tenue et qu'on puisse le savoir et le dire. Ce serait une bonne manière de continuer à aiguillonner le pass et de fédérer les acteurs quand on sait ce pourquoi on travaille, ce pourquoi on fait des propositions, et donc quels sont les jeunes qui sont dedans, à quel endroit, sur quel territoire, comment ça fonctionne. C'est plus facile de s'y intéresser. Le pass a sans doute perdu un peu de temps entre son démarrage et aujourd'hui, pour différentes raisons récurrentes dans la manière de monter des projets publics. Je crois qu'il est aujourd'hui reparti sur de bonnes bases, avec à nouveau un objectif très clair de donner accès à tous, et donc de travailler en direction des 800 000 jeunes par an, et pas dans un objectif de réussir à avoir tout de suite les 300 000 premiers, mais aussi de le proposer
en lien avec des jeunes qui ont moins immédiatement accès à la culture, et donc de le travailler avec des jeunes ambassadeurs, avec tout le milieu socio-éducatif, avec les collectivités territoriales, et de pousser à nouveau les acteurs culturels labellisés notamment à faire des propositions dedans, à aller les chercher, à les accompagner quand ils n'arrivent pas à faire de propositions. Je vous donne un exemple précis. Moi, je monte aujourd'hui des projets culturels, notamment dans l'éducation artistique et culturelle, et c'est pas simple de les proposer dans le Pass Culture, parce que techniquement, c'est pas complètement simple encore. Dans ce cas-là, il y a deux manières de faire. Soit on se dit c'est pas simple, j'arrête. Soit on travaille avec le Pass Culture, et c'est ce qu'on a fait là pour le Printemps des Poètes, par exemple, pour lequel on a monté un joli projet d'éducation artistique et culturelle, mais qui concernait l'ensemble du territoire national. Il y a plus de 10 000 jeunes qui participent. Il fallait faire des développements spécifiques pour notamment permettre des rencontres de poètes partout sur le territoire, et pas en disant je propose une rencontre à tel endroit. Le Pass Culture s'est engagé dans cette démarche, et on a testé des choses pour le rendre possible. Donc le Pass Culture aujourd'hui est de nouveau dans cette démarche. C'est important parce que je pense qu'on est à un tournant où soit dans le Pass Culture on aura accès à des choses qui seront appelées de l'éducation artistique et culturelle, mais qui seront en fait de l'accès à la culture pure, qui seront en fait de la consommation. Et on reviendra à ce que vous disiez au départ, ça marche pas. Soit le Pass Culture participe du niveau d'exigence de l'éducation artistique et culturelle, et labellise d'une certaine façon des projets complets d'éducation artistique et culturelle, et vu la force de frappe qu'il a, alors on aura une chance de mener l'accès à la culture dans cette direction. Alors, vous avez donné des exemples dans le domaine de la lecture, dans le domaine des pratiques culturelles, et là, à travers le Printemps des Poètes, dans le domaine de l'événementiel culturel, si le terme est à peu près exact. Qu'en est-il? Alors, pour la lecture, on sait, on en avait parlé d'ailleurs quand nous avions reçu pour une émission thématique la ministre de la Culture sur le considérable proportion des mangas qui sont choisis par les jeunes qui bénéficient du Pass Culture. Mais je laisse cet aspect de côté pour le moment pour vous demander qu'en est-il de l'utilisation du Pass Culture pour l'accès au théâtre, pour l'accès au concert, pour l'accès au ballet, ballet prenant d'une manière générale l'ensemble de l'offre de danse et pas simplement le ballet classique. Est-ce que ce spectacle vivant-là bénéficie aussi du Pass Culture, et si oui, de quelle manière? Si votre question est est-ce que le spectacle vivant en bénéficie, la réponse est oui, puisqu'ils sont invités comme tout le monde à faire des propositions dedans. Si votre question est est-ce que les jeunes bénéficient de ces propositions et en profitent, je pense que ça reste perfectible. C'est une assez jolie litote. Encore une fois, on voudrait pouvoir voir tous les chiffres. Ça reste perfectible, et probablement qu'il y a deux pistes à travailler. Mais je dis ça, il faudrait le travailler avec l'équipe en place du Pass qui est dans cette dynamique, encore une fois. Il y a peut-être trois manières de le travailler. Un, vous le disiez tout à l'heure, quelle offre dans le Pass Culture? Est-ce que comment les lieux de spectacle vivant peuvent proposer des choses de leur programmation qui vont donner plus envie que d'autres. Il y a sans doute des spectacles par lesquels il est plus facile de rentrer que d'autres. Il y a, je le redis, des propositions. Est-ce qu'elles sont plus alléchantes? Est-ce qu'elles sont moins impressionnantes? Je ne sais pas. Mais des propositions de découverte des théâtres. Je parle des théâtres, mais on peut parler d'autres choses. Mais des découvertes des théâtres autrement que directement par un spectacle. Au tout démarrage, l'Opéra-Comique avait fait une proposition avec une découverte en réalité du décor, du plateau, etc. Évidemment, on se sent plus... Quand on connaît un lieu, quand on connaît une maison, c'est pas pour rien que ces théâtres, on les appelle des maisons. Quand on connaît une maison, c'est plus facile d'y rentrer. Et cette proposition-là avait eu un vrai succès.
Donc, de pouvoir continuer dans cette dynamique. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose à travailler, mais qui est resté en suspens jusqu'à présent, dans la recommandation de pouvoir encourager, quand on est allé voir les concerts, ça marche très bien. Pas les concerts classiques, mais les concerts, ça marche très très bien. Quand on est allé voir quelque chose, quand un jeune bénéficiaire est allé voir quelque chose, de l'encourager à aller voir celui d'après, en lui faisant faire un pas de côté à chaque fois. J'ai réalisé en travaillant là sur des données sur le pass que, contrairement à ce qu'on imaginait au départ, je crois qu'il y a, les chiffres sont à vérifier, mais je crois qu'il y a 70% des réservations qui sont faites sur le Pass Culture qui sont faites à travers l'outil de recherche, le moteur de recherche. Donc, un jeune bénéficiaire qui sait déjà ce qu'il veut aller voir et qui va le chercher. Et trop peu par la recommandation. C'est peut-être à cet endroit-là qu'il y a quelque chose à travailler. Je suis content que vous ayez évoqué ce qu'avait fait l'Opéra Comique, parce que c'est une question que je souhaite vous poser sur la place dans le Pass Culture et dans la manière dont le Pass Culture peut placer le projecteur sur des activités, la place qu'occupent ou que pourraient occuper les métiers artistiques qui ne sont pas des métiers d'artistes. Je veux dire les fabricants d'instruments de musique, par exemple, mais je veux dire aussi toutes les professions du spectacle. Si je me souviens bien, il y a à l'Opéra National de Paris 70 corps de métiers différents qui vont des perruquiers aux cordonniers en passant par tous les techniciens, etc. Et il en est de même dans la plupart des théâtres, en fonction de leur ambiance. Comme je participe aux activités d'une association qui, depuis 30 ans maintenant, organise des concerts de musique classique en milieu rural, je suis très frappé par le fait que quand, par exemple, le loueur de piano qui s'enthousiasme pour l'aspect pédagogique des activités liées à ces concerts, dit « mais est-ce que vous croyez pas que je pourrais démonter mon piano devant les enfants ?» et qu'il le fait, et que en effet, tout à coup, les enfants comprennent qu'il y a autre chose. D'abord, se familiarise avec cet instrument, et du coup, comme son copain luthier dit « mais moi aussi, je peux le faire », il vient introduire son chausse-pied dans le violon pour l'ouvrir en deux, et que les enfants poussent un cri effrayé quand il voit ce violon éventré. Bref, quelle est la place possible, quelle est la place réelle, existante déjà, et quelle est la place possible pour la mise du projecteur sur les métiers artistiques qui ne sont pas des métiers d'artistes? Elle est immense. Elle est immense, enfin, elle doit l'être, elle commence à l'être. C'était vraiment l'idée initiale. Je vais vous répondre tout de suite, mais puisque vous soulignez vos activités dans la musique classique, vous le savez, puisque c'est ce que vous faites à Espalion, que c'est dans le diptyque entre une exigence absolue dans la proposition et cette manière de donner accès très simplement à des hommes et des femmes qui font. Et c'est dans ce diptyque-là qu'on peut réussir à rendre, pardon, pas la culture, l'art familier, intime. Et c'est là que ça change tout. Quand vous avez un Eric Ruff ou un Peter Brook qui vous parle avec ses mots à lui, avec ses étoiles dans les yeux, de la conscience du présent, de l'ici et maintenant, de comment être présent à soi-même et donc à la société, en fait, on le comprend mieux que quand c'est un cours ou quand... je sais pas quoi. C'est la passion qui habite les artistes, et c'est bien cette passion. Les artistes, et pardon, vous avez tout à fait raison de le souligner, je le disais au départ, je dis souvent les professionnels de la profession, les artistes, les techniciens font des trucs extraordinaires. Donc oui, ces métiers ont toute leur place, mais aussi ceux de la production, ceux de tout ça. Et le Pass Culture commence à le faire vraiment. Il y a des rencontres de plus en plus avec des métiers. Mais d'une certaine façon, on pourrait imaginer que pendant, je sais rien, je dis n'importe quoi, pendant un mois, le Pass Culture ne fasse que proposer des rencontres. Et effectivement, on pourrait voir ce que ça change réellement. Ce serait génial. Je le pense aussi, mais je me demande, du coup, qui pilote le
pass culture et pourrait prendre cette décision? Alors, personne ne peut prendre cette décision seul, et le pass culture, il est créé by design, comme on dit, au départ, dans sa structure même, pour que il appartienne à la collectivité, donc à l'équipe du pass, mais aux acteurs culturels. Donc, si les acteurs culturels ne jouent pas le jeu, l'équipe du pass pourra dire on met que les métiers, ça ne se passera pas. Il y aura juste rien dedans. Donc, ça doit venir des acteurs culturels. Deux choses. La première, c'est que vous avez, tout à l'heure, il y a un instant, vous avez commencé par parler de culture, puis vous vous êtes repris, vous dites non pas la culture, l'art. Je pense que c'est une distinction très importante, et ça n'est pas tout à fait pour rien que j'ai choisi comme nom générique de cette séquence, de ce supplément à notre podcast, la moquerie de Pierre Desproges, qui disait si c'est pour la culture, on l'a déjà donné. Je pense qu'en effet, entre l'art et la culture, il y a une différence considérable et une différence de conception et aussi une différence de contenu. Puis l'autre chose qui est que, il n'est malheureusement si bonne compagnie qui ne se quitte, qui est que, avant de nous séparer, est-ce qu'on peut faire un point de ce qui reste à faire pour donner à ce pass culture toute l'efficacité qui lui a été promise et assignée au moment de sa création? Peut-être que la première des choses, mais j'ai bien conscience que c'est pas forcément la réponse que vous voulez entendre. Ce serait de faire beaucoup plus tout ce qui se passe avant le pass culture. L'un des objectifs du président de la République était de faire de l'éducation artistique et culturelle, on l'a appelé EAC 100%, l'éducation artistique et culturelle pour tous. Encore une fois, l'éducation artistique et culturelle, c'est des projets au temps long, avec des professionnels, avec de la pratique artistique, de la fréquentation des œuvres, etc. Donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et Traduction, si l'éducation artistique a toujours aussi peu de considération à l'intérieur de l'éducation nationale, le pass culture va avoir beaucoup de mal à atteindre sa pleine efficacité. Et là, j'utilise aussi une litote. C'est ça. Et ne pas oublier malgré tout qu'il y a à peu près 13 millions de jeunes dans ce pays et que donc en proposer à tous les âges, tout le temps. Et j'insiste sur le caractère indispensable de l'universalité de cette éducation artistique et culturelle, que tous les jeunes en bénéficient, pour la simple raison que il me semble que l'objectif profond, c'est de savoir penser, se sentir autorisé à dire et agir, c'est-à-dire en fait d'exercer sa citoyenneté. Dès lors que tous les jeunes sont et seront des citoyens, ils doivent tous pouvoir en bénéficier. Donc j'insiste lourdement là-dessus, mais parce que beaucoup de politiques culturelles sont encore très orientées dans des territoires. C'est indispensable, parce qu'il y a des territoires dans lesquels c'est plus difficile que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la proposer à tous. Fin de la parenthèse, mais qui me paraît indispensable. Puisque c'est si indispensable, est-ce qu'il ne faut pas en finir, puisqu'on a tout essayé, presque tout essayé, est-ce qu'il ne faut pas en finir par sanctuariser une demi-journée par semaine où tous les jeunes de France et de Navarre, dans tous les territoires, toutes les semaines, dans toutes les classes, suivent des projets, alors d'ailleurs pas forcément uniquement d'éducation artistique et culturelle, ça peut aussi être des engagements sociétaux, ça peut être de l'éducation scientifique, mais des projets d'engagement créatif, collectif, qui les amènent à cette habitude, au fait de se sentir autorisé. Dès lors, je vous assure qu'il n'y aura plus aucun souci sur l'utilisation du pass culture, et que les 800 000 jeunes, je ne sais pas s'ils l'utiliseront tous, mais en tout cas, ce sera beaucoup plus facile. Donc, c'est la première des réponses. Après, concrètement, sur le pass à proprement parler, je pense qu'on est parti là dans des bonnes directions en l'ouvrant plutôt en remettant un objectif important, que tous les acteurs labellisés puissent faire des propositions dedans, etc. Mais aller plus loin dans effectivement les rencontres, les métiers, les découvertes des lieux, le fait de pouvoir proposer de la pratique. Enfin, je redis ce que j'ai dit, mais et de pas rater ce tournant maintenant que le pass culture est ouvert pour des projets collectifs,
dès le collège, ne pas rater le tournant de l'exigence. C'est tellement facile de proposer du facile. Et vous parliez d'une de vos expériences, je vous raconte une toute petite histoire rapidement. Au Théâtre Gérard Philippe, on avait monté un projet très exigeant qui s'appelait La Troupe éphémère, où c'était le directeur Jean Vellorini qui montait un spectacle en mettant des mots très exigeants, de poètes en l'occurrence, dans la bouche des jeunes. C'était pas juste de l'improvisation, qui est formidable par ailleurs, mais ça n'apporte pas la même chose. Et au final de cette expérience, les jeunes avaient remercié et tout. Et je me souviendrai toujours comme une leçon de tous ceux, enfin de certains qui nous ont regardés en disant « Merci pour votre exigence ». Voilà une phrase sur laquelle on peut conclure notre entretien. Céline Dadion, je vous remercie.